Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir avec BNP Paribas à ce premier webinaire consacré à la transition énergétique. Cette présentation durera environ 25 minutes autour des thèmes de l'automobile, marché automobile, de l'évolution de la fiscalité et des intentions d'achat des décideurs, ponctuées du baromètre de l'AMO, l'Arval Mobility Observatory. Un quiz de satisfaction, rassurez-vous, vous sera envoyé demain matin avec la présentation qui reprendra tous les éléments qu'on vous aura énumérés ce soir. Et puis, la semaine prochaine, on vous mettra à disposition un replay. Vous êtes nombreux, donc merci à vous d'être là aujourd'hui et merci de l'intérêt que vous portez à ce sujet. Donc, je suis Hélène Rofritsch, responsable chez Arval de l'animation du réseau BNP Paribas en Nouvelle-Aquitaine. Je suis accompagnée aujourd'hui de notre experte, Monique Buntic, de l'AMO. Pour des raisons d'organisation, vous l'aurez compris, nous vous invitons à poser vos questions par écrit directement via le chat. Et bien sûr, nous y répondrons en fin de séance. Sans plus attendre, je vais laisser donc la parole à Monique pour qu'elle puisse se présenter et nous dire 2 mots sur l'AMO et ses missions. Merci Hélène. Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir à ce webinaire. Je suis Monique Buntic, en charge du développement à l'Arval Mobility Observatory. Juste pour présenter succinctement l'Observatoire, nous fêterons l'année prochaine ses 20 ans. Il a été créé en 2002 sous l'impulsion de BNP Paribas et sa filiale à Arval, avec aujourd'hui un statut d'association de loi 1901. Nos missions principales sont celles d'observer, d'analyser les tendances de notre marché, de former et d'informer sur tous les sujets qui concernent les véhicules d'entreprise et plus largement à l'ensemble des déplacements. Nous nous adressons à tous les décisionnaires, qu'ils soient privés ou publics, à tous les acteurs qui ont un rôle dans ces mobilités. Nous avons un site internet très fourni, je vous encourage à le consulter. Vous y trouverez de nombreuses informations qui sont régulièrement actualisées sur tous nos thèmes de prédilection. Nous publions des cahiers thématiques, 3 à 4 par an. Nous faisons des études, réalisons chaque année un baromètre des flottes, dont je vous livrerai d'ailleurs quelques résultats au cours de la présentation qui va suivre. Donc, pour commencer, Monique, est-ce que tu peux nous dire comment s'est porté le marché automobile en 2020 ? Merci. Le marché automobile n'a pas été épargné par la crise sanitaire. Elle a eu une incidence réelle sur ce secteur, avec une baisse historique des immatriculations en 2020. C'est près de un quart de moins par rapport à 2019. Il faut remonter au milieu des années 70, après le premier choc pétrolier, pour trouver des chiffres aussi bas. Malgré tout, le constat qu'on fait, c'est que les Français ont été nombreux à profiter des différentes aides de l'État pour changer de véhicule et s'orienter vers des véhicules moins polluants grâce à la prime à la conversion, à la reconduction du bonus écologique. Alors, le slide qui suit concerne le marché que nous suivons aussi de près à l'Observatoire, celui des professionnels. Tout comme pour le marché global, sous l'effet de la crise sanitaire et des 2 confinements, le bilan est mitigé pour le marché des véhicules d'entreprise puisque, vous le voyez, il accuse un repli de 16,5%. Toutefois, on peut dire que le segment a mieux résisté que le marché global, c'est plus de 7 points de mieux. Quelques éléments qui méritent d'être mis en exergue. Côté énergie, les motorisations dites alternatives continuent de faire la course en tête. On a observé un fort engouement pour les modèles hybrides et aussi pour les électriques. Il s'illustre par une hausse significative. On le voit dans les courbes en bas à droite qui montrent le mix énergétique par trimestre. On note que l'énergie diesel continue de s'éroder, et phénomène que l'on voit depuis 2015 maintenant avec le Dieselgate. Même l'essence, qui avait connu pourtant un pic en 2019, a perdu des parts de marché sur 2020. Sur le slide suivant, on va voir comment se répartissent les immatriculations des véhicules neufs entre, d'une part, les ménages et les professionnels.
Les deux courbes que vous voyez représentent les immatriculations réalisées par les ménages, c'est la courbe violette, et celle des professionnels en bleu. Elles se sont rejointes en 2015 et en 2020, les ventes de véhicules aux ménages ne représentaient plus que 47% des immatriculations. Donc ce graphe, c'est pour vous montrer que ce marché des professionnels tire l'ensemble du marché vers le haut et que vous, les professionnels, êtes devenus stratégiques pour les constructeurs. Ça fait déjà quelques années qu'ils ont mis en place des cellules dédiées en proposant notamment des remises et aussi des gammes spécifiques, appelées communément les gammes business, qui intègrent un certain nombre d'équipements indispensables. Alors, après avoir fait ce petit tour d'horizon sur les immatriculations par segment, par énergie, par catégorie de clientèle, mais regardons de plus près quels sont les modèles de véhicules les plus plébiscités par les professionnels. Alors, vous avez là le palmarès qui comporte les 10 modèles de véhicules les plus immatriculés en entreprise, tous segments confondus et par énergie. Le premier constat, ce sont les constructeurs tricolores qui dominent le marché entreprise, tous segments confondus donc. Et on note qu'il y a 3 modèles essence qui apparaissent dans ce classement. Et pour information, vous ne le voyez pas ici, mais le premier véhicule électrique arrive pas très loin derrière. Il se place à la 13e position. C'est la Renault Zoé. Je vous propose dans le slide suivant de regarder à présent l'émission de CO2. Donc, c'est les évolutions, en fait, là, que ce soit pour le marché global ou pour celui des entreprises, on observe une baisse drastique des émissions de CO2. On suit à l'Observatoire cette évolution depuis 2007, c'est moins 34%, et pour s'établir vous voyez, à 96 grammes pour les entreprises. Et le marché global se sont suivis de près en 2020. Alors, pour rappel, les constructeurs doivent atteindre cette année l'objectif mis en place par Bruxelles de 95 grammes par kilomètre. Ils ont donc une forte pression. Ils sont contraints d'inciter à pousser les ventes de véhicules les moins émetteurs de CO2 pour justement respecter ces normes européennes, et sous peine de lourdes amendes. Alors, ce qui explique aussi que les voitures hybrides, électriques, sont devenues les vedettes des showrooms dans les concessions automobiles. Donc, nous retiendrons, Monique, que le marché entreprise résiste mieux que le marché automobile global. La transition énergétique est amorcée avec une hausse de l'hybride et de l'électrique, alors que le diesel et l'essence sont clairement en repli. Donc, du coup, Monique, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus d'éléments de choses sur le marché du financement en location longue durée? Oui, pour terminer sur les statistiques des immatriculations de l'année écoulée, on ne peut pas en effet faire un bilan complet sans parler du marché des loueurs longue durée. Et d'ailleurs, je terminerai aussi par les chiffres du marché secondaire qui, vous le verrez, a le mieux résisté de tous les segments. Alors, pour ce qui est de la LLD, retenez qu'elle a aussi mieux résisté que le marché global. Elle accuse, même si elle accuse un repli, on le voit ici, de 17,4%, c'est plus de 6 points de mieux que le marché global. On a même observé une légère progression sur l'année. Du côté des motorisations, les diesels sont passés nettement sous la barre des 60%. L'essence aussi a reculé. En revanche, on a eu une accélération de la croissance sur les énergies alternatives portées par les hybrides rechargeables et les électriques qui réalisent 10 points de mieux que l'année précédente sur la même période. Pour ce qui est des intentions de recourir à la LLD, selon notre baromètre des flottes de 2020, avec 50% des décisionnaires ont l'intention de faire davantage appel à la location longue durée dans les 3 prochaines années, alors qu'il n'était que 44% à s'exprimer dans ce sens l'année précédente. Les entreprises montrent clairement un grand intérêt pour ce mode de financement. La flexibilité, la souplesse de la LLD a démontré d'ailleurs et démontre encore toute sa pertinence durant cette crise. Et donc, je terminerai ce bilan dans le slide suivant par les résultats du marché secondaire, un marché de la seconde main qui vraiment est celui qui a le mieux résisté. Ça a été l'un des enseignements de la fin d'année 2020, un marché qui régresse de seulement, si je puis dire, 3,8%. D'ailleurs, quand on regarde le graphe, on a eu une reprise en V après le premier déconfinement,
Il n'y a que sur la fin d'année que ça avait un peu décliné. C'est un marché en pleine mutation qui se concentre, qui se structure, qui devient de plus en plus concurrentiel. On note un parcours client qui s'est fortement digitalisé. Donc, puis surtout un rajeunissement des véhicules vendus du fait de la prime à la conversion. Bon, et plus largement, cette crise sanitaire a révélé un retour de la recherche d'une mobilité individuelle au détriment des solutions de transport en commun. Sur le slide suivant, je vous propose de revenir sur un fait marquant de 2020, le plan de soutien du gouvernement pour accompagner la filière automobile. Et comme vous l'avez probablement vu, la transition écologique est au cœur de ce plan. C'est plus de 8 milliards d'euros d'aide, d'investissement, de prêts prévus pour soutenir la filière, pour la rendre plus verte et plus compétitive. Une aide qui doit couvrir, vous le voyez, 3 objectifs, donc 3 directions ambitieuses. La première direction, c'est le renouvellement du parc automobile français en faveur des véhicules moins polluants par des bonus, la prime à la conversion. Donc l'incitation au verdissement reste un axe majeur de la politique gouvernementale, un bon accélérateur pour opérer une transition vers des véhicules plus écologiques. La seconde direction, c'est de l'investissement, de l'innovation pour produire les véhicules, les nouveaux véhicules, et le déploiement nécessaire de toutes les infrastructures de recharge dont on aura besoin. Et enfin, le troisième objectif, qui est le soutien aux entreprises en difficulté et protection de leurs employés. Pour rappel, la filière automobile en France représente aujourd'hui plus de 140 000 entreprises pour 800 000 salariés sur notre territoire. Alors, slide suivant, sur la mobilité des Français, comment a-t-elle repris? Globalement, la mobilité dans les grandes villes a baissé et reste inférieure à la situation pré-crise sanitaire, ce qui n'est pas le cas dans les territoires ruraux où on est revenu à une situation quasi normale. On constate que l'usage de la voiture se régule avec la hausse du trafic dans les grandes agglomérations. La marche et le vélo ont connu une forte augmentation, même si ça concerne surtout les centres urbains. Il y a d'ailleurs un objectif au plan national de 9% de part modale du vélo d'ici 2024. La fréquentation des transports qui avait plongé est en train lentement de se reconstituer. Et aussi toutes les mesures qui ont été mises en place pour limiter les déplacements professionnels dans la semaine, avec notamment la mise en œuvre du télétravail. Voyons à présent, est-ce que la voiture va garder toute sa place? D'après une étude récente au Doxa, la voiture n'a rien perdu de son pouvoir d'attraction. Elle est toujours autant plébiscitée par les Français et reste le principal moyen de déplacement. Près d'un Français sur deux l'utilise au quotidien. Hormis la marche, il y a aucun autre mode de transport qui rivalise avec la voiture. Si on résume, la voiture reste un élément phare du transport, en dépit parfois de politiques clairement anti-voiture, mais l'automobile va devoir évoluer. On ne parle plus uniquement de véhicules d'ailleurs, mais de mobilité, avec notamment l'exemple du covoiturage qui s'affirme comme une nouvelle forme de transport. D'ailleurs, vous en avez sûrement entendu parler pour inciter au covoiturage et réduire ce qu'on appelle l'autosolisme. Une première voie lui a été dédiée l'année dernière sur une autoroute dans l'agglomération grenobloise. Voilà, vous avez quelques illustrations sur ce slide. Très bien, merci Monique pour ces éclairages. Nous avons vu que le besoin de se déplacer était immuable. Malgré les circonstances, les transformations sont importantes et les questions sur les solutions de mobilité peuvent se poser. Alors, quelles sont les évolutions en termes d'énergie et de mobilité au sens large? Eh bien, en fait, on le voit dans l'édition 2020 de notre baromètre des flottes qu'on a réalisé avec l'Institut Kantar. Pour ce qui est des nouvelles énergies, les résultats nous montrent clairement l'appétence des entreprises pour les technologies alternatives. On le perçoit sur ce graphe, si on va dans le détail, l'hybride rechargeable et non rechargeable,
affiche des potentiels presque similaires, et surtout l'hybride rechargeable. C'est 37%, vous voyez, des entreprises déjà équipées ou qui ont l'intention de s'équiper dans les 3 ans, contre en 2019, 20%. Et même constat sur l'électrique, avec 35% qui déclarent être déjà équipés ou qui prévoient de le déployer d'ici 3 ans. Donc, le slide d'après, qui peut aussi vous intéresser, nous donne les résultats des entreprises interrogées de moins de 10 salariés. Et juste pour vous montrer, même si c'est dans des proportions moindres, c'est encore les hybrides et les électriques, sur la partie gauche des histogrammes, on le voit, qui ont le plus de potentiel. Alors, slide suivant sur les perspectives des solutions alternatives de mobilité. On voit qu'une entreprise sur 4 autorise les solutions de mobilité dans sa politique automobile. Des solutions tournées principalement quand même vers le covoiturage et les transports publics, là, respectivement 30-31%, et la location moyenne durée qui arrive en 3e position en France en termes de solutions déjà mises en place. Les solutions alternatives au potentiel de développement le plus élevé sont les applications permettant de réserver des solutions de mobilité et l'autopartage en entreprise. Toutes deux ont un potentiel d'adoption à 3 ans qui est équivalent. Alors, sur le graphe suivant, vous trouverez les résultats des entreprises de 1 à 99 salariés. On retrouve dans le tiercé de tête les solutions de covoiturage, des transports publics et de la location moyenne durée qui ont déjà été mises en place ou prévues d'ici 3 ans. Allez, pour information, on vous a mis dans le slide qui suit la définition de toutes ces solutions de mobilité. Merci Monique. Sachant que nous sommes en début d'année, peux-tu s'il te plaît nous faire un point sur la nouvelle loi de finances et nous dire comment elle s'articule? Oui, lorsqu'on est une entreprise, allant du simple artisan à la société qui a une grande flotte automobile, on s'intéresse souvent au coût de possession de ces véhicules, sans forcément s'attarder sur la fiscalité qui représente pourtant le poste le plus élevé après celui de la dépréciation. En tout cas, on va le voir, il y a des dispositifs fiscaux avantageux et donc des opportunités à saisir pour les professionnels qui veulent se doter de véhicules plus écologiques. L'an dernier, la fiscalité des véhicules avait fait l'objet d'une importante réforme, laquelle se poursuit cette année dans la loi de finances pour 2021. Alors, vous avez ici la liste de ce qui change pour la fiscalité des véhicules d'entreprise. Je vous propose d'aborder principalement les aménagements qui ont été apportés sur les malus et bonus, de faire un point succinct sur la TVS, et dans les autres mesures fiscales, on verra les montants de l'amortissement des véhicules. Sachant que vous aurez en annexe l'ensemble des grilles, des nouveaux barèmes détaillés, y compris tout ce qui est récupération de la TVA sur l'essence, tous les éléments sur la prime à la conversion. Alors, on a, comme on s'y attendait, un alourdissement du malus écologique. Le nouveau barème qui est plus sévère en 2021. Le malus débute à 133 grammes contre 138 l'année précédente, et qu'il est prévu un durcissement progressif sur 3 ans avec un abaissement de 5 grammes par an. Alors, le montant maximal est passé à 30 000 € pour les modèles qui émettent plus de 218 grammes. Pas de changement pour le montant minimal qui reste à 50 €. Et en revanche, il s'élèvera à 50 000 € en 2023 pour les plus de 225 grammes. Alors, on peut en parler dès maintenant puisque ça a été voté. Une nouvelle taxe entrera en vigueur en janvier 2022. Il s'agit du malus lié au poids du véhicule dès 1800 kg avec tous les abattements qui ont été prévus. Alors, slide suivant, ça concerne donc les bonus écologiques. On va avoir une diminution progressive du bonus écologique à partir du 1er juillet 2021, puis le bonus sera encore raboté le 1er janvier 2022. Ce que vous devez retenir, c'est une baisse de 1 000 € par rapport au barème qui est encore actuellement en vigueur. Et tous ces barèmes seront réduits de nouveau de 1 000 € au 1er janvier de l'année prochaine. À noter que pour les hybrides rechargeables, le bonus chutera à 1 000 € au 1er juillet 2021 et ils seront complètement exclus du dispositif en janvier 2022.
Alors, je voulais aborder les changements liés à la TVS sur ce slide-là. La TVS a aussi fait l'objet d'aménagements, en tout cas pour ce qui est de sa première composante, celle qui repose sur les émissions de CO2. La deuxième composante reste inchangée. Ce que vous devez retenir, c'est que la nouvelle grille est un peu plus avantageuse pour les entreprises. Le barème de la TVS repose maintenant sur un tarif appliqué de façon linéaire, selon le niveau d'émission de CO2 du véhicule. Donc, le précédent système par tranche a été complètement abandonné. Il y a toujours des exonérations pour les véhicules les moins émetteurs de CO2 qu'on va voir dans le slide suivant. Les exonérations, en résumé, vous avez les véhicules qui relèvent de l'ancien dispositif d'immatriculation, ceux qui ont été immatriculés avant mars 2020, et les véhicules qui relèvent du nouveau dispositif d'immatriculation à partir de mars 2020. Si on prend ces derniers, il y a une exonération de 12 trimestres pour les véhicules éligibles, qui sont mentionnés là, qui émettent 120 grammes et moins, et une exonération définitive pour ceux qui émettent 50 grammes et moins. Et enfin, un dernier point sur les amortissements non déductibles dans le slide suivant. Dans ce tableau, vous voyez les plafonds de déductibilité fiscale qui vont de 9 900 € pour les véhicules qui émettent le plus, plus de 160 grammes, et jusqu'à 30 000 € pour ceux qui émettent moins de 20 grammes. Et là, on est d'accord, ça concerne essentiellement les véhicules électriques. Il est possible également d'amortir la batterie d'un véhicule électrique si ça fait l'objet d'une facturation distincte du véhicule. Là, ce que vous devez retenir, c'est que ce dispositif qui a été revu est nettement en faveur des véhicules propres. Voilà pour les AMD. Très bien. Merci pour ces précisions sur la nouvelle loi de finances. On l'aura compris, malus écologique plus sévère, TVS plus favorable aux entreprises, prime à la conversion, TVA déductible à 80% sur l'essence font partie intégrante de la nouvelle fiscalité en 2021. Mais revenons un petit peu en arrière. Fin 2019 a été adoptée une loi importante pour les entreprises en matière de transition énergétique, la loi d'orientation des mobilités. Peux-tu, Monique, nous en dire un mot? Oui, pour ce qui est de la loi d'orientation des mobilités, l'essentiel à retenir, il faut prendre cette loi comme une véritable boîte à outils de la mobilité. Elle a pour objectif principal d'apporter des solutions de déplacement à tous, dans tous les territoires, et accélérer, mais tout en l'encadrant, la croissance des nouvelles mobilités. Il y a des mesures qui concernent plus directement les entreprises pour les inciter à encourager chez leurs salariés l'usage de modes de transport compatibles avec les nouveaux enjeux écologiques pour leur déplacement domicile-travail ou leur déplacement professionnel. Alors, prenons parmi ces mesures la mise en place des zones à faibles émissions qui constitue l'un des principaux apports de la loi d'orientation des mobilités. Donc, une ZFE, rebaptisée ZFEM pour mobilité, c'est un périmètre dans lequel les véhicules anciens, les plus polluants, ont l'interdiction de rouler et de stationner. Pour information, sachez-le, il y a 200 villes en Europe qui ont adopté une démarche similaire. Alors, l'objectif, c'est d'améliorer la qualité de l'air et donc la santé des habitants. Alors, pour classer les véhicules les moins polluants aux plus polluants, est utilisée la vignette critère. Ça évalue entre 0 et 5 le niveau de pollution. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont pris en compte, bien sûr, dont l'ancienneté, le carburant, etc. Alors, 0 signifie que le véhicule est très propre, c'est la voiture électrique, et 5 qu'il est très polluant. D'autres mesures, c'est pour favoriser l'usage du vélo, principalement du covoiturage et du télétravail. Et je terminerai ce focus sur la loi d'orientation des mobilités avec notamment le forfait mobilité durable, qui est une des mesures phares de cette loi. Donc, toujours dans l'esprit de promouvoir des moyens de transport plus écologiques, la loi d'orientation des mobilités a instauré un forfait mobilité durable qui offre aux employeurs la possibilité d'attribuer une indemnité allant jusqu'à 500 € par an et par salarié, et puis c'est exonéré d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales. Donc, pour les salariés qui vont privilégier les modes de transport dits à mobilité douce pour effectuer leur trajet habituel et de leur résidence à leur lieu de travail. Voici les éléments que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Le groupe BNP Paribas est l'une des rares banques à avoir mis en place une organisation
habilitation spécifique dédiée aux professionnels, aux TPE, aux PME. Je vais maintenant laisser la parole à Hélène qui va nous dire quelques mots sur l'accompagnement proposé. Merci Monique. Donc déjà pour commencer, l'idée est de vous présenter très succinctement Arval. Donc Arval, qui sommes-nous? Donc nous sommes une filiale de BNP Paribas, leader en France et en Europe. Nous avons commencé il y a plus de 30 ans sur les grands comptes et aujourd'hui, nous savons décliner notre savoir-faire et notre expertise sur les PME, TPE, professionnels et particuliers. Nous souhaitons aussi être un acteur incontournable en matière de RSE à travers la transition énergétique, bien sûr. Aujourd'hui, Arval, en quelques chiffres, c'est quoi? C'est plus de 3 millions de véhicules, dont 350 000 en France. Une fois qu'on s'est dit ça, pourquoi choisir Arval avec la location longue durée? C'est très simple. C'est déjà un budget maîtrisé, donc avec un loyer fixe. Je sais combien à l'avance me coûtera mon véhicule du premier au dernier jour de contrat. Mais c'est aussi une solution all-inclusive, tout compris, avec un service qui va de l'entretien en passant par les pneumatiques jusqu'à la revente du véhicule. La revente du véhicule, c'est important, avec bien sûr une maîtrise totale, puisqu'aujourd'hui, c'est Arval qui est propriétaire du véhicule, donc c'est Arval qui prend le risque. Quelles que soient les fluctuations du marché du véhicule d'occasion, c'est Arval qui supportera ce risque-là. Ensuite, bien sûr, c'est la souplesse d'utilisation. Nos contrats sont sur mesure. Nous déterminons à l'avance avec nos clients la durée, le kilométrage du contrat, mais aussi les services associés. Chez Arval, chaque contrat est unique. Ça passe également aussi par la modularité des contrats. Aujourd'hui, nous sommes en pleine crise sanitaire. On est beaucoup en stop and go. Chez Arval, nous savons réajuster les contrats, tant sur la durée que sur le kilométrage, autant de fois qu'on le souhaite, bien évidemment. Et puis, bien sûr, c'est avoir un véhicule adapté. On est en mesure de financer aujourd'hui des fourgonnettes comme des véhicules de dirigeants. Vraiment, là-dessus, nous avons une expertise aussi à vous donner. Et enfin, une simplicité avec un contact unique. Du premier au dernier jour de contrat, c'est Arval qui s'occupe de tout. Mais c'est aussi une mobilité garantie avec un véhicule récent, en état de marche pour votre activité. Et enfin, nous sommes un acteur multimarque. J'ai l'habitude de dire que nous sommes la plus grande concession de France. Aujourd'hui, effectivement, nous travaillons avec tous les acteurs sur le marché. De Dacia à Maserati, nous travaillons donc avec l'ensemble des constructeurs. Pour illustrer tout ça, l'idée était de vous présenter quelques offres très concrètes en matière donc, de location longue durée sur des catégories de véhicules différentes pour vous donner bien sûr une idée de prix. Vous voyez, nous savons financer des véhicules urbains, familiales et la vraie voiture routière, on pourrait dire aussi. Et puis, je vous alerte aussi sur le fait que là, volontairement, on vous a présenté des offres hybrides aussi pour faire le lien avec ce qu'a dit tout à l'heure Monique. La loi de finances va évoluer pendant l'année avec la baisse des bonus, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, peut-être commencer à regarder sur comment vous accompagner, en tout cas, ce que l'on peut vous proposer en matière de location longue durée. Merci en tout cas de votre attention. Vous nous avez posé un certain nombre de questions pendant le live. Nous allons en retenir deux qui nous paraissent assez complètes. Alors, rassurez-vous, comme je disais tout à l'heure, on vous enverra bien sûr un support PDF à l'issue de cette présentation avec l'ensemble des réponses. Donc, la première question, c'est quel véhicule choisir? Électrique, hybride, thermique, difficile de choisir au regard donc de la fiscalité, de l'autonomie, de la consommation, des besoins de recharge, des bandes de recharge et des prix. Il y a également une autre question qui peut s'apparenter à la première, c'est voilà, j'ai l'habitude de louer un véhicule diesel, j'ai constaté que c'était le moins cher sur le long terme. Selon vous, dois-je continuer? Donc, ces questions sont assez liées. Donc, Monique, est-ce que tu peux nous donner un conseil? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus? Oui, c'est vrai que le choix de la motorisation se pose de plus en plus un peu dans les entreprises et notamment en ce moment là, lors du renouvellement des véhicules. La question, c'est toujours de savoir pour quel usage ai-je besoin de mon véhicule.
comment je vais l'utiliser? Parce que le thermique garde son intérêt dans certains cas. Un véhicule diesel reste très sobre en matière de consommation et pour un usage principalement sur autoroute, pour des gros rouleurs, ça reste pertinent. À l'Observatoire, on a souvent dit que le diesel n'était pas adapté en ville ou pour des petits trajets, mais aujourd'hui encore plus, avec les nombreuses villes qui vont bannir complètement cette motorisation dès 2024, notamment dans la capitale. Donc, pour ce qui est après des hybrides, et notamment les hybrides rechargeables ou les électriques, ils ont toute leur pertinence pour des usages urbains ou périurbains, avec les avantages fiscaux, d'autant plus qu'on a vu toutes les différentes aides vraiment rendre ces énergies de plus en plus compétitives. Et on voit aussi que la voiture électrique, dans les plus grandes entreprises d'ailleurs, a aussi beaucoup d'atouts pour contribuer à l'émergence de l'autopartage notamment et des services de mobilité partagée. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Vraiment, retenez, c'est quelle énergie pour quel usage? C'est ça, en fait, la véritable question, en tenant compte, évidemment, de toute la réglementation fiscale et des futures zones à venir où les véhicules seront bannis, et notamment les véhicules critères 2 et au-delà. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Monique. Nous arrivons donc au terme de ce premier webinaire sur la transition énergétique. Nous souhaitions tout simplement vous remercier encore une fois de votre disponibilité et de l'intérêt que vous avez porté à cette intervention. Nous sommes conscients qu'il y aurait sans doute beaucoup de choses à dire encore, notamment sur Arval et les solutions proposées. Faut-il louer ou acheter son véhicule? Mais cela est un thème à part entière et qui fera sans doute l'objet d'une présentation future. En tout cas, si vous avez d'autres questions sur le thème du jour, la location longue durée, des projets d'acquisition, je vous invite à vous rapprocher de votre chargé d'affaires BNP Paribas. Et bien évidemment,